Aujourd'hui, je continue à lire. Et surtout, je continue à relire. On continue à parler de lecture et je vais essayer de parler d'un peu de Benjamin et de son conteur. Le conteur, c'est un des articles les plus célèbres et les plus, en même temps, mystérieux. Et c'est quand même difficile. Ce n'est pas le plus difficile, mais c'est quand même un article assez étrange de Benjamin qu'on trouve dans le recueil, alors traduit en français, dans le recueil, c'est le volume 2 là qui tombe, œuvre 3, dans la collection Folio Essai, c'est lu en 374, traduit par Maurice de Candillac, Pierre Rouche et Rainer Rorlitz. Je ne sais pas qui a traduit le conteur exactement. En allemand, le conteur, c'est Der Erzähler. Ça fait qu'on a plusieurs traductions. Alors, un CPR, donc c'est Pierre Rouche qui l'a traduit. Dans l'édition Folio. Der Erzähler, ça peut être le narrateur. Mais le mot erzählen en allemand peut vraiment se traduire par ces deux choses, conter ou narrer. Le conte en français a une dimension un peu plus orale que la narration, qu'on emploie surtout avec des termes, enfin, dans un contexte un peu plus technique de littérature. Mais il y a quand même le récit dans la narration, alors qui est dans le conte, hein, mais voilà, on a les deux en même temps. On n'a pas cette distinction. La narration en allemand, c'est Erzählung. Si on va vraiment la regarder de façon technique, ça va être die Erzählweise, des choses comme ça. Ah, je voulais vous parler vraiment du conteur et même peut-être qu'on aurait pu le lire ensemble. Puis je viens de le relire un peu vite, mais je viens de le relire, il fait 40 pages. C'est un peu épais. Ça s'appelle Réflexion sur l'œuvre de Nicolas Lescaut, que je ne connais pas du tout. Cette œuvre ni la vie de Lescaut, et c'est certainement un grand tort. Et Benjamin prend appui sur cette œuvre, à laquelle il fait régulièrement référence, pour expliquer plusieurs choses. Et en fait, je vais en retenir juste quelques-unes. Là, c'est quand même un article qui est assez inépuisable. En fait, c'est plus un petit essai qu'un article. Déjà 40 pages, c'est un peu long. Benjamin part du principe que on a perdu, et notamment après la guerre de 14-18, mais celle-ci en fait n'est qu'une étape, une ultime étape, on a perdu l'art de conter, de raconter, ce qui pour lui se traduit dans le fait de donner de bons conseils, de transmettre une sagesse, c'est-à-dire d'acquérir une expérience et de pouvoir la raconter. Et cette perte, alors elle est plus ancienne, elle est liée d'un côté à l'essor du roman, et de l'autre à la perte des activités, de certaines activités, notamment les activités textiles. Et en fait, ce qui désigne avec les activités textiles, c'est le fait de raconter des histoires en filant ou en cousant pendant de longues soirées. Donc c'est une question, c'est que toujours le cas chez Benjamin, de bien montrer la concomitance entre l'évolution capitalistique, l'histoire des techniques aussi, mais ce que cela va avoir en influence dans l'histoire des sociabilités et ce que cela va entraîner sur ce qu'est la littérature. Mais ça passe pas par le prisme de l'idée littéraire. Et il montre en fait comment... Enfin, il montre. C'est compliqué, Benjamin ne démontre jamais. Mais il explique comment le roman, en tant que lecture silencieuse et individuelle, a concurrencé l'épopée et le conte comme ça qui se dit, et surtout comment ce qui n'est pas le roman, enfin ce texte oral est un texte qui se dit et se redit et se répète et se transmet. Et en fait, on devient conteur parce qu'on a entendu conter. Et ça pose pas mal de questions.
Alors le conteur a un signe sagesse qui est celle de son expérience propre et de celle de l'expérience des autres. Une autre concurrence vient qui est celle de l'information, entre l'information et le récit, parce que l'information va être instantanée, immédiate, non mûrie, non réfléchie, et elle va être surtout explicative, alors que le récit va contenir en lui non pas une information, mais une chose qui sera non expliquée et qui donc pourra trouver toutes les explications dont nous aurons besoin au moment où nous en aurons besoin. Donc on n'est pas dans une opposition frontale entre l'écrit et l'oral. On n'est pas non plus dans, même s'il y a cette dimension écrite versus dimension orale, mais Benjamin donne en exemple, donc Nicolas Lescaut, et d'autres romanciers qu'il assimile à des conteurs. Il mentionne notamment les années de pèlerinage, ou les années de voyage de Wilhelm Meister. Donc, l'archétype du roman de formation allemand, le Bildungsroman, les années d'apprentissage et les années de voyage, comme retranscription, inscription, condensation de l'expérience humaine et sociale dans le récit, sans que cette expérience soit elle-même expliquée, notamment parce qu'il va être de la psychologie. C'est-à-dire que le roman qui va montrer les causalités va se rapprocher de l'information, quand le récit qui va juste montrer sans expliquer sera du côté de l'information. Et ça, c'est quand même une chose qui me paraît toujours importante et qui toujours vibre en moi. Et lui, il reste cette idée, donc, bon, qui est maintenant rebattue au XXIe siècle, après la pensée théorique, les pensées théoriques de la deuxième moitié du XXe notamment, l'intertextualité, on n'est jamais qu'un relecteur, et c'est aussi en disant qu'on va peut-être faire vivre un livre, ça c'est une idée qui me questionne de plus en plus. Mais voilà, sur ces possibilités de lire et de relire, et d'expliquer à chaque fois différemment. C'est en fait que un vrai récit délivrera des informations, mais ces informations ne seront jamais les mêmes, et elles correspondront à ce qu'il est possible d'entendre au moment où c'est entendu. Alors je me sens pas capable de reprendre l'ensemble du conteur de Benjamin, parce que c'est quand même un texte qui est un peu long et qui est particulièrement dense, et qui doit justement se lire comme un récit, c'est-à-dire comme un texte qui va à un moment délivrer quelque chose, que l'on entendra ou que l'on n'entendra pas, et puis à un autre moment, autre chose. Je me demande si cette différence, je pense que cette différence entre information et récit est toujours pertinente. Elle se retrouve aujourd'hui, on a quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre de la pléthore, qui vient multiplier le témoignage et qui me semble répondre aux besoins non assouvis que signale Benjamin. Mais j'ai pas l'impression que cette réponse soit la bonne. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une réponse qui a une demande de récit et qu'on répond par beaucoup d'informations. Et en même temps, la relecture se fait peut-être pas forcément toujours par le retour du lecteur ou de la lectrice à l'œuvre, mais se fait peut-être par le retour de l'auteur ou de l'autrice à cette œuvre, avec à chaque fois une nouvelle lecture, en revenant sur le métier. Si on arrivait à distinguer, et c'est compliqué, récit-information sur le binôme écrit-oral, il est clair que là, il me semble clair, que nous arrivons dans une période où l'oral revient. Beaucoup. C'est
il revient parce qu'on va écrire oral. Et là, je parle pas de Céline, je parle vraiment d'écrire sur Messenger, d'écrire sur Twitter, d'écrire de façon orale, et parce que littérairement, la littérature se fait aussi de plus en plus performance, orale préparée, certes, mais aussi des choses comme celle-ci, qui sont en fait une conversation, ou en tout cas que j'espère, ou que j'ai envie de mettre en place comme une conversation. Et cette conversation, je vois qu'elle répond à ce besoin de transmission d'une expérience. Et en même temps, ce que ne contient pas cet oral, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de compter, mais ce que ne contient pas cet oral, ou pas facilement, c'est le mysticisme qui est propre au récit et qui permet la pluralité des interprétations. Et là, je suis dans une grande perplexité, parce que quand je fais une formation scientifique, et le mysticisme me paraît en même temps et extrêmement important et un peu dangereux. Alors, c'est-à-dire que même en parlant directement et suppose-t-on clairement, on n'est pas forcément compris. Et ce n'est peut-être pas grave, bon, politiquement ça peut l'être, mais voilà, dans la vie quotidienne ça peut l'être, mais c'est pas tellement ce qui m'intéresse, la vie quotidienne. Mais là, ces temps-ci, je vais de plus en plus vers une pensée quand même assez mystique des textes. Et en fait, c'est très paradoxal parce que cette pensée mystique s'appuie sur en fait une écoute ou une lecture que j'espère beaucoup plus littérale de ces textes. Et la chose me paraît nécessaire, bon, déjà pour lire des écrits mystiques, des écrits sur la religion, sur la pensée de la religion, mais même au-delà, je vois, et bon, on peut retracer ce fil dans mes interrogations de ces derniers mois, je vois de plus en plus de fantastique, parfois d'ésotérisme, en tout cas, quelque chose qui va s'animer dans la vie des idées, dans la vie intellectuelle, et qui peut prendre des formes assez concrètes, et qui permet peut-être de dire sans dire. Et là, en fait, étrangement, c'est la relecture qui me permet ce genre d'interprétation de Renan, par exemple, et cela en prenant en compte ce qui est écrit comme quelque chose d'assez, ou quelque chose de complètement littéral. Autrement dit, en ne me disant pas ce sont des métaphores, mais en me disant c'est quelque chose qui est. Et clac, ça existe un peu plus. Alors, et je crois que c'est de cela que parle Benjamin, et que c'est aussi ce qui explique que son écriture soit aussi particulière. C'est très étrange. Benjamin n'a pas une écriture difficile. Il utilise très peu de mots techniques, par exemple. Il n'a pas des phrases particulièrement longues. Ça arrive. Mais on n'est pas chez Kant, on n'est pas chez Heidegger. Il a très peu de néologismes. Je ne crois pas de néologisme. Et en même temps, on sent une densité quand on le lit. Densité qu'on avait pu entreapercevoir dans l'enfance berlinoise, dans quelques textes. Et cette densité, elle tient en fait au poids de chaque mot. Et en fait, cette possibilité qu'il y a dans la densité de l'écriture et qui va amener des relectures, elle passe par les différents fils de réécriture et en fait la condensation en un seul individu de l'expérience du conte. Le conte est possible parce qu'il a lui-même beaucoup lu et beaucoup relu et, comme ça, rajouté des couches, et ça c'est une image qui est dans le conteur, les unes après les autres, afin d'atteindre cette densité qui a quelque chose de mystique, et la philosophie de Benjamin est une philosophie assez mystique, messianique, et qui
peut alors receler, qui peut alors contenir un propos, mais un propos dont on voit qu'il est le présent et qui en même temps échappe. Et pour moi, là, je suis vraiment dans un mystère quand même renouvelé. Vous savez, on comprend tous les mots, mais on n'est pas sûr d'avoir saisi le sens. Et en même temps, c'est cette possibilité même d'un seul sens, en fait, qui doit être abandonnée définitivement, et qui est un deuil, qui est un véritable deuil, parce que il y a quelque chose de la bonne élève qui veut avoir trouvé la réponse, et qui en fait ne saura jamais si elle a trouvé, donc si elle est bien une bonne élève. Il y a quelque chose d'une stabilité dans le seul sens. Et puis on se dit que si on a le sens, eh bien c'est bon, c'est fait. Alors qu'en fait ce n'est pas possible, et la seule chose qui reste à faire, je crois, c'est relire. Alors relire Benjamin, et relire comme ça ces textes autour desquels on sent une résistance parce qu'on sent ce que Schlanger appelle la densité littéraire. Cette chose-là que l'on sent et qui échappe dans le même temps, et qui échappe justement parce qu'on la sent, et qu'en fait, on ne peut pas la saisir totalement. Et en fait, ça m'amène à pas mal m'interroger sur donc, ces lectures des derniers temps. Lire quand c'est un métier, c'est quand même assez particulier. Et c'est aussi particulièrement difficile de se dire qu'un sens échappe, alors que mon métier sera de trouver ce sens. Alors on s'en sort, hein. On va expliquer comment ce sens, ou cette impression de sens qui échappe se construit. Parce que ça s'étudie littérairement par des phénomènes littéraires, des jeux de registre, des choses de cet ordre-là. On peut démonter la machine. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera le nain joueur d'échecs à l'intérieur. Mais on peut toujours la démonter et comprendre ce qui marche. La magie, elle va rester. Et Benjamin me rappelle pourquoi relire. Pourquoi toujours relire. Et pourquoi relire, ce n'est pas seulement un métier. Voilà, je sais pas. Encore une fois, si j'ai été claire, je suis toujours un peu malade. Et je vous dis à bientôt.